Merci. Simplement pour vous dire à toutes et à tous bonjour et vous dire le plaisir que j'ai à passer cet après-midi avec vous à un moment assez particulier où un certain nombre de choses à travers le monde basculent. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on voit moins. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois que au moment où nous sommes aujourd'hui, au cœur d'une crise du capitalisme extrêmement profonde, extrêmement durable, il y a évidemment beaucoup à discuter entre nous pour élaborer des propositions nouvelles, défricher une voie nouvelle pour changer les choses. Parce que je crois que le moment où nous sommes est le moment des changements. Il n'y a pas que ce qui se passe depuis quelques semaines maintenant, qui était amorcé en Tunisie et en Égypte, qui surprend beaucoup de monde, certes, mais ce mouvement-là, il est extrêmement profond, c'est un mouvement pour la paix, pour le pain, parce que ces peuples subissent depuis la fin du mois de septembre une hausse inconsidérée des produits de première nécessité, notamment les produits alimentaires, mais nous sommes tous, quel que soit l'endroit où nous trouvons dans le monde à ce moment même, dans une situation où les produits de première nécessité, qu'il s'agisse des carburants, qu'il s'agisse de l'alimentation, qu'il s'agisse de l'habillement, vont considérablement augmenter pour une raison fort simple, pas parce qu'il manquerait de coton pour faire des habits ou qu'il manquerait de produits agricoles pour faire l'alimentation pour les gens, c'est que nous sommes face à une spéculation mondiale effrénée, comme il y a une spéculation mondiale effrénée sur les monnaies. Et donc ce mouvement-là va atteindre d'autres endroits dans le monde entier. La liberté, parce que là-bas, ils n'en peuvent plus de subir des autocraties, de kleptomanes, de gens corrompus, protégés par les dirigeants américains et les dirigeants européens, et le couvercle aujourd'hui est en train de s'ouvrir sous la pression des peuples, et c'est une bonne chose, mais en même temps, le pas qui sera fait pour la liberté et la démocratie sera un pas positif. Les pas qui seront faits pour la reconnaissance d'organisations syndicales indépendantes des patronats et du pouvoir sera un pas positif. Tout pas qui sera fait pour le pluripartisme, la liberté de la presse, seront des pas positifs. Mais nous devons continuer à accompagner ce mouvement, non pas pour dire ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils doivent faire. Je suis pour qu'ils recherchent par eux-mêmes un processus inédit de transformation sociale, mais c'est précisément ce que ne veulent pas les dirigeants européens et les dirigeants américains. Heure après heure, notamment la diplomatie nord-américaine, tente d'orienter, de diriger, d'informer selon ses méthodes et selon ses projets le peuple égyptien comme le peuple tunisien. Or, il ne suffirait à rien si seulement sous couvert de démocratie et de liberté, ce serait pour construire le projet dont rêvait M. Bush hier du Grand Maghreb, fait aujourd'hui par d'autres méthodes sous domination américaine. Tant qu'on ne réglera pas cette question fondamentale, qui est une arête dans la gorge du monde, c'est-à-dire celle de la possibilité pour le peuple palestinien d'avoir un État, nous n'aurons pas résolu le problème. Tant qu'on n'avancera pas sur la question de la souveraineté politique, économique, du peuple afghan et du peuple irakien, on n'aura pas réglé le problème. Parce que ce dont souffrent
les peuples arabes, c'est certes du manque de liberté, mais c'est de l'humiliation des dirigeants du monde occidental. Une humiliation qui continue aujourd'hui même par les méthodes qui sont employées. Parce que l'enjeu fondamental n'est pas de donner le pouvoir au peuple, l'enjeu fondamental est de conserver la domination du système financier, bancaire et industriel mondial, nord-américain et européen, sur ces peuples-là. Par conséquent, nous les accompagnons depuis le début au rythme où ils veulent, à la méthode qu'ils choisissent, mais en même temps, nous menons ce débat pour dire c'est tous ensemble que nous avons besoin de construire, face au grand capital international, une révolution citoyenne mondiale pour que partout le pouvoir soit donné au peuple. Or, c'est ce que ne veulent pas les dirigeants américains et les dirigeants européens. Les dirigeants européens sont encore plus coupables, à mon sens. Des dirigeants qui ont fait avec ces pays, avec les dictateurs de ces pays, des accords de libre-échange, des accords d'association qui n'ont eu que pour seul objet de créer les conditions de concurrence à armes inégales, de mise en concurrence des travailleurs de ce pays, exploités, surexploités, sous- et sous-payés contre le travail, le salariat des travailleurs de l'Europe elle-même. C'était ça leur objectif. C'est cela qu'ils veulent continuer. Et c'est en ce sens, oui, que la phrase de Marx à la fin du manifeste communiste, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, elle est plus actuelle que jamais. Parce qu'aujourd'hui, on est face partout à des oligarchies financières et politiques qu'il faudra bien abattre. C'est à ce moment-là que nous sommes. Et cela n'est pas étranger à ce que vous êtes en train de faire, puisque Isabelle vient de présenter un certain nombre de candidats aux élections cantonales. Nous n'en sommes pas à 1000 lieues, parce que nous aussi, nous devons nous mettre dans un processus de transformation dans notre pays et dans l'Union européenne. Pourquoi dis-je cela? Parce s'il s'avérait que le monarque de l'Élysée sortait renforcé des élections cantonales, qu'est-ce qu'il nous arrive? Qu'est-ce qu'il nous arriverait sous couvert de s'occuper d'une nouvelle allocation dépendance? Ce serait l'augmentation de la contribution sociale généralisée. Ce serait donner encore des moyens supplémentaires à l'assurance privée, c'est-à-dire à l'oligarchie financière. De même, on nous a dit, sous la force de la pression populaire, que finalement, on allait peut-être enlever le bouclier fiscal qui donne 650 millions d'euros à quelques grandes fortunes de ce pays. Mais pour échanger contre quoi? Contre la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, qui ferait un trou de 4 milliards 300 millions d'euros dans les caisses de l'État. J'ajoute que ce qui vient d'être discuté il y a 2 jours au Conseil européen, dans un accord entre le président de la République et la chancelière allemande, est d'une extrême gravité, contre lequel il va falloir nous lever avec force. Que sont-ils en train de préparer? Sous couvert, paraît-il, de sauver l'euro, ils ont un accord pour désormais mettre, comme ils disent, les budgets de chaque État à l'équilibre budgétaire. Ce qui veut dire en clair qu'on continuera, ou qu'on continuerait plus précisément, à supprimer des postes dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, dans les transports publics, à la poste et partout ailleurs. On continuerait à privatiser nos secteurs et nos services publics pour renflouer les caisses de l'État. Parce que ce qu'on ne nous dit jamais,
c'est que les déficits de l'État ne sont pas le résultat de l'amélioration des protections sociales. Tout le monde aura remarqué, c'est que plus on aura abaissé les salaires, plus on aura diminué les niveaux de protection sociale, plus on aura mis de forfait hospitalier, plus on aura augmenté la contribution sociale généralisée, plus on aura augmenté le prix de la consultation chez le médecin, plus on a de déficit. Donc, d'où vient le déficit? Eh bien, d'une seule chose, c'est des cadeaux qu'on fait aux grands fortunés de ce pays. L'abaissement de l'impôt sur les sociétés, la diminution de l'imposition sur le capital en général, le fait que, par exemple, une catégorie de recettes financières, ce qu'on appelle les actifs financiers des entreprises, ne participent pas au financement de la sécurité sociale. C'est cela qui conduit à des déficits et à la décision qu'ils ont prise de reculer l'âge donnant droit à la retraite. C'est cela la vérité. Et l'argent aujourd'hui public qu'on donne, on ne le donne pas au peuple, on le donne aux banquiers. On sort l'argent de la Banque Centrale Européenne qui, elle, prête à 1% à votre banquier, là où vous avez votre compte en banque, mais votre banquier, il prête aux Grecs à 7% de taux d'intérêt et à 9% aux Irlandais à qui on demande de baisser leurs niveaux sociaux. Voilà la vérité. C'est une oligarchie qui dirige aujourd'hui et c'est contre celle-là et ses mandataires politiques au pouvoir dans les ministères et à l'Élysée qu'il faut abattre et les élections cantonales en seront une excellente occasion. Que veulent-ils faire encore? Ils ont décidé de mettre partout la retraite à 67 ans. Nous sortons d'une réforme des retraites totalement inique, puisque désormais, on dit aux parents et aux grands-parents, continuez à travailler jusqu'à quand vous n'en pourrez plus, et on dit à leurs enfants et petits-enfants, vous restez à la porte du travail, c'est-à-dire au chômage. C'est le monde qui marche sur la tête. Eh bien, il ne faut pas accepter cela. Il faut mener un débat et un combat vigoureux contre ces gens-là pour changer la donne aujourd'hui. Et ça, c'est au cœur des élections qui viennent. Parce que dans les élections qui viennent, il y a ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure et sur lequel je ne reviens pas. La réforme des collectivités territoriales qui vise un double objectif. C'est-à-dire que désormais, le financement des collectivités territoriales sera dirigé par l'État central qui donnera au compte-gouttes selon ceux qui décideront et en supprimant les services publics. Et en même temps, ils ont modifié le scrutin de telle sorte que les forces de transformation sociale comme celles qui se trouvent aujourd'hui dans le front de gauche et d'autres encore ne puissent plus accéder à la direction des conseils régionaux et des conseils départementaux. Voilà la vérité. Donc, oui, abattre la dictature là-bas, mais pas pour nous imposer, sous couvert de démocratie, la dictature de l'oligarchie financière, la dictature des banquiers, la dictature des marchés financiers, ici. Parce que ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que vous pouvez continuer à aller élire les élus que vous voulez, vous pouvez même aller élire vos députés, mais ils n'auront même pas le droit de regard sur le budget de la nation, parce que la Commission européenne examinera le budget a priori et décidera s'il est bon ou mauvais, non pas pour les peuples, mais pour les intérêts du capital. Donc, il y a un lien direct entre ces décisions qui se prennent aujourd'hui et puis la vie quotidienne des individus. C'est ce combat-là que nous devons mener, c'est ce combat-là que nous devons porter, et nous devons le porter avec audace. Nous n'aurions jamais dû, et nous ne devons plus reculer d'un seul centimètre sur la question des services publics. Parce que la question du service public et des entreprises publiques, c'est la condition sine qua non pour l'égalité dans un pays, dans un continent. Il n'est pas vrai, par exemple, qu'une question comme l'argent ne relève pas du service public. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il y a dans les banques, mais c'est le vôtre, c'est vos salaires, c'est votre épargne, c'est votre retraite, c'est les prestations familiales. Par conséquent,
si l'argent est un bien public qui sert à l'échange, il faut nationaliser toutes les banques, sans condition, sans discussion. De même, il faut cesser ces systèmes aujourd'hui de privatisation à outrance pour remplir les caisses de l'État. On n'aura pas accès à l'eau sans un service public de l'eau. On n'aura pas accès à l'énergie sans un service public de l'énergie. On n'aura pas accès au transport sans un service public des transports. Je vais même plus loin. Il fut un temps, on nous a dit « Oh, mais l'État n'a pas à s'occuper de la construction de voitures. » Mais évidemment, en apparence, non. En apparence, non, elle n'a pas à s'occuper de la construction des voitures. Mais si on veut un vrai projet écologique, si on veut développer la recherche pour faire un système de transport écologique, je pose la question, est-ce que l'industrie automobile doit être totalement privatisée comme elle est aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas une maîtrise publique sur les moyens de production, d'échange et sur le système bancaire de son ensemble? Je pense que oui. Si on ne fait pas ça, il n'y aura pas de changement possible. On vivra peut-être dans une sorte de démocratie, mais on n'aura aucun pouvoir, on n'aura aucun levier de commande. Évidemment, je ne propose pas de revenir ni aux nationalisations telles qu'on les a connues, ni au soviétisme. Ce que je propose, c'est qu'il y a un système nouveau dans lequel les travailleurs, les ouvriers, les employés, les cadres aient un pouvoir sur l'orientation et sur la gestion de leur entreprise selon de nouveaux critères qui ne soient pas des critères capitalistes, mais les critères du service général et de l'humain. Et ça nous éviterait des choses, comme ce que j'ai vu dimanche dernier dans un grand journal du dimanche, qui s'appelle d'ailleurs comme ça, où, sous couvert de faire la chasse à 3 espions, dont il se révèle de plus en plus que c'est une petite armée de gens assez fréquentables qui espionnent les cadres de chez Renault, c'est un autre débat. Mais à la faveur de cela, le PDG de la grande entreprise Renault, qui fait la chasse à ces gens, on ne sait toujours pas pourquoi, mais quand le journaliste lui dit « Mais monsieur Ghosn, vous gagnez combien ?» Ah, il a dit « Moi, je ne gagne pas beaucoup. » Vous savez, mes collègues des autres entreprises aux États-Unis, ils gagnent beaucoup plus que moi. Et puis, vous savez, moi, j'avais des propositions, j'aurais pu aller diriger fort, j'aurais gagné plus. Alors, monsieur Ghosn, j'ai regardé, il ne gagne, c'est sûr, pas beaucoup, peut-être que vous ne le gagnerez jamais. Il gagne 600 000 € par mois, le mec. Et il gagne 600 000 € par mois. Et lui, il dit, les autres, comme ils gagnent plus que moi, je suis très sympa de rester ici. Autrement dit, la concurrence libre et non faussée, la compétitivité dont il nous ravage tant les oreilles, ça c'est valable pour écraser l'ouvrier, mais pour un patron, lui c'est à l'envers, lui. Lui, il doit gagner toujours plus et il peut faire du chantage parce qu'il gagnerait plus dans une entreprise étrangère et il nous prie de nous mettre à genoux, de le supplier de rester là. Eh bien, moi, je ne dis pas à ces gens-là, restez là. Moi, je dis, il faut que le pouvoir d'orientation et de décision soit donné au comité d'entreprise, au comité de groupe quand ils existent et que le pouvoir soit réellement entre les mains des travailleurs. Donc, vous voyez que pour les élections cantonales qui arrivent, vous avez des enjeux considérables dans votre département pour battre cette droite qui, paraît-il, se dit centriste. Mais vous savez, le centre, il faut en avoir conscience, il n'est ni de gauche, ni de gauche. Le centre, il est toujours à droite. Il penche toujours du côté où il va tomber. Et même si c'est celui que vous avez ici, comme celui qui parle à l'oreille des chevaux dans les Pyrénées-Atlantiques, eh bien, c'est les mêmes. Ça sert de roue de secours à ces gens-là. Donc, il faut aller franco de port. Il faut donner de la force à Montbard,
à mon camarade qui se présente aux élections à Montbard en lui donnant des forces. Il y a des traditions ouvrières, il y a des traditions syndicales. Il y a eu un excellent maire, conseiller général, que j'ai connu, un camarade que j'ai connu à Montbard. Et je dis là, à Montbard, l'enjeu, c'est pas de division. Le candidat du rassemblement de l'ensemble de la gauche pour mettre une pilée à Sarkozy et ancrer la gauche à gauche, c'est lui. Et dans tous les autres cantons, il faut que les autres candidats, communistes, écologistes, alternatifs, du parti de gauche, solidaires, tous ces gens, et vous avez eu raison de le faire, c'est la voie de l'efficacité, où vous avez construit ce front progressiste, ce front de gauche. Il faut que partout, on aille discuter, on aille dans nos familles, chez nos collègues de travail, un à ce tarif-là, on va faire un bon résultat. Un résultat qui va faire reculer la droite, parce que Sarkozy sera contraint d'en tenir compte. Ça, c'est le premier coup avant la chute finale de 2012 que nous souhaitons. Mais il faut une chute finale qui soit une victoire de la gauche, mais une victoire de la gauche ancrée à gauche. Car nous ne voulons plus sincèrement que demain un Premier ministre de gauche vienne à la télévision nous dire, face à un plan de licenciement, l'État ne peut pas tout. Nous allons au contraire, nous voulons un Premier ministre qui dise, avec le peuple, nous allons faire reculer les puissants, les milliardaires, les marchés financiers et le grand capital industriel et financier. C'est cela qu'on attend aujourd'hui de la gauche, avec des réformes structurelles, notamment l'augmentation des salaires. Ils ont volé 10 points de salaire aux ouvriers ces dernières années. 10 points de salaire, c'est une question fondamentale, avec la question d'une sécurité sociale professionnelle combinée avec les formations nécessaires, parce qu'il n'est pas une fatalité qu'il y ait 4, 5, 7 millions de personnes au chômage, avec une attaque radicale pour un plan pour le logement. Il n'est pas normal qu'il y ait 3 500 000 personnes dans notre pays qui n'ont pas de toit convenable pour vivre, avec une bataille pour préserver, comme nous le faisons depuis des mois et des mois maintenant, mais il faut le faire une fois aux affaires, pour préserver les services publics qui sont facteurs d'égalité, avec des lois nouvelles qui donnent des pouvoirs aux travailleurs, aux salariés partout dans les entreprises, et avec un écrasement de l'échelle des salaires. Une échelle de salaire qui était de 1 à 30, il y a une quinzaine d'années, elle est maintenant de 1 à 400. Est-ce que c'est tolérable? Qu'est-ce qui vaut le plus de plus qu'un ouvrier à la chaîne, ou que le facteur qui distribue le courrier, ou que l'infirmière, celui qui est en haut de la pyramide et qui s'en met plein les poches, et en plus il a des stocks options. Il faut en finir avec tout cela, et radicalement. Donc une gauche bien à gauche, pas une gauche qui vient de vous dire oui, je suis pour la retraite à 60 ans, point, mais avec 43, 44, 45 et demi années de cotisation. Ce n'est pas ça que nous voulons. Le sens de l'humanité, le sens du progressisme à la française, c'est la retraite à 60 ans à taux plein, calculé sur les meilleures années. Et il y a les moyens de cela, mais pour ça, évidemment, il faut avoir le courage de toucher au Grisby. Eh bien, nous sommes la gauche qui veut toucher au Grisby, et il faudra bien le faire, parce qu'ils ne pourront pas faire reculer le mouvement mondial aujourd'hui pour la justice, pour une nouvelle répartition des richesses, pour une amélioration de la vie quotidienne. Voilà la question qui nous est posée. On va le faire tous ensemble dans le débat. Mais je le dis, et ce sont mes derniers mots, sincèrement et franchement, pour moi, quand on est au front de gauche, quand on est au Parti communiste, il n'y a qu'une chose qui doit nous préoccuper du matin au soir. Que fais-je pour venir au secours de celui qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois? Ils sont 16 millions dans ce cas. Que fais-je pour empêcher une expulsion? Que fais-je pour des projets de construction,
des projets de défense des services publics? Comment je me porte au devant de celui qui est en difficulté, perte d'emploi, pauvreté, chômage? Que fais-je pour cela? Je vous le dis comme je le pense. Moi, pour moi, à l'heure où il est, c'est une opinion toute personnelle, à l'heure où nous sommes, à beaucoup de mois de l'élection présidentielle, c'est la seule et unique tâche dont nous devrions nous occuper comme partisans de la transformation sociale ou comme révolutionnaires. Je crois que si on fait cela, parce que les discours ne suffisent pas, il faut des actes concrets comme on a su le faire souvent dans le passé, à la fois pour des projets constructifs, mais aussi pour défendre les gens. Je crois que si nous faisons ça, nous allons faire en sorte, comme l'a dit le grand poète, le monde sera beau, je l'affirme et je signe.